Bon, alors, c'est bien d'essayer de les convaincre, de les séduire, de les stimuler éthiquement, narcissiquement, etc. Mais quand même, c'est encore mieux, hic et nunc, de les verrouiller, de les contrôler, de les tenir, de les obliger. Et comment on fait? J'en ai pas plus que pour 5 minutes, là. Comment on fait pour les obliger? Eh bien, c'est là qu'on reste dans la logique la plus purement taylorienne. Il faut les déposséder de leur savoir. Voilà. Si on veut que les salariés ne s'opposent pas, ne contestent pas, n'imposent pas un autre point de vue sur leur travail, n'imposent pas des valeurs et des règles professionnelles autres que celles qu'on veut voir à l'œuvre, il faut les déposséder de leur métier, de leur savoir et de leur expérience. Et je vais vous dire comment on fait. On ne peut plus faire comme Taylor l'avait fait. Comment on fait? Eh bien, c'est là qu'on observe un phénomène extrêmement intéressant qu'on voit se diffuser de façon très générale et systématiquement dans les entreprises du public comme du privé, et c'est le changement perpétuel. Le changement perpétuel qui vise à rendre obsolètes les savoirs et l'expérience et les métiers des salariés. Alors, comment ça se pratique? Ça se pratique par des restructurations incessantes de départements et de services, des recompositions multiples des métiers, des changements systématiques de logiciels, une mobilité imposée à tous et des déménagements géographiques très très fréquents. Et on vise à brouiller tous les repères de telle sorte que les salariés ne puissent plus avoir confiance en eux-mêmes, avoir confiance en leurs connaissances, en leur expérience et en celle de leurs collègues, mais se retrouvent comme des apprentis dans leur travail. Eux qui étaient des vrais professionnels, ils sont dépossédés de la capacité de maîtriser cognitivement et professionnellement leur travail et ils sont ravalés au rang d'apprentis en permanence. Or, on sait comment se comportent les apprentis quand ils arrivent dans une entreprise. Ils ont le doigt sur la couture. C'est pas eux qui vont contester, imposer, dire « Ah non, on pourrait travailler autrement, on pourrait s'y prendre mieux, moi je sais que, etc. » Non, un apprenti, il se moule, il obéit, il est soumis par définition. Il ne peut se faire valoir d'aucune légitimité à contester quoi que ce soit. D'abord, il est tout seul dans son coin, il ne sait pas, etc. Et c'est à ce statut-là que sont ravalés une grande partie des professionnels dans notre pays, que ce soit dans le public comme dans le privé, où on voit des médecins, des infirmières qui ne s'y retrouvent plus, des enseignants à qui on change tout le temps les programmes, des opérateurs à qui on change leurs instruments de travail. C'est systématique. Alors, une partie, bien entendu, est liée à la nécessité d'évoluer. Il y a toujours la nécessité de transformer, de changer pour évoluer, pour s'adapter, mais une bonne partie de ce changement est pensée comme un moyen de rendre les salariés plus, comme ils disent, enclins à respecter les consignes qu'on leur impose. Voilà. Et par exemple, je vous donnerai une toute petite anecdote, mais très courte. À la fin des années 90, j'avais rencontré un responsable qui travaillait chez France Télécom. Bon, on sait que France Télécom a beaucoup pratiqué ce genre de méthode, qui me disait « Vous savez, moi, madame, mon boulot, c'est de produire de l'amnésie. » Bon, vous voulez produire de l'amnésie, mais pourquoi? Parce que les temps changent, France Télécom va se transformer et nous voulons que les agents oublient comment ils travaillaient, oublient leurs valeurs, les règles qu'ils appliquaient auparavant. Et donc, moi, je suis là pour produire de l'amnésie. Et je lui dis, mais monsieur, comment on fait pour produire de l'amnésie? Il me dit, c'est très simple, madame. On secoue le cocotier en permanence. Voilà. Et il m'a dit, vous savez, comme ça, les gens, ils sortent de leurs habitudes, de leur routine, etc. Et puis, ils se sentent moins à l'aise et donc ils nous écoutent plus. Et ils appliquent plus les consignes, les méthodes qu'on veut leur voir appliquer. Et effectivement, l'idée, c'est si on rend obsolète et dépassé l'expérience, la professionnalité, les compétences, effectivement, les salariés vont bien être obligés de se raccrocher aux procédures, aux protocoles, aux process, aux méthodes, comme à des bouées de sauvetage, parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Moi, quand je vais faire les enquêtes, souvent les salariés me disent, vous savez, madame, ça passe ou ça casse. On n'est plus sûr de rien. Alors, on remet un dossier, on remet un objet, un produit dont on a eu la maintenance, dont on devait s'occuper en maintenance, mais on n'est jamais sûr que ce soit bien. On n'est jamais sûr que ce soit bien fait. On n'a pas le recul, on n'a plus les connaissances. Ils nous ont tout changé tout le temps. Et du coup, il y a véritablement ce qu'on peut appeler une précarité subjective qui vient
au cœur de ces salariés qui sont pourtant à 80% dans notre pays, soit en CDI, soit fonctionnaires, hein, parce que malgré tout, nous sommes près de 90% à être salariés dans notre pays, et même s'il y a beaucoup d'intérim et beaucoup de CDD, c'est par flux, par roulement. Les gens passent par là avant d'arracher un CDI. Mais donc toute la problématique managériale, c'est de parvenir à maintenir une emprise sur des gens qui sont relativement protégés par leur emploi, qui ont un emploi stable. Et donc, ils parviennent ainsi à distiller à des personnes qui ne sont pas en précarité objective d'emploi, eh bien, ils parviennent à distiller une précarité subjective. C'est-à-dire que les gens ne sont plus sûrs de rien, n'ont plus aucune sérénité dans leur travail. Et du coup, le management est source de souffrance épouvantable. Le burn-out, si on l'analyse bien, on se rend compte qu'on le traduit mal. Le burn-out, ça n'est pas un épuisement professionnel. Parce qu'un épuisement professionnel, si vous dites aux salariés « reposez-vous 3 mois, 6 mois, 1 an », après il est reposé, il revient travailler comme si de rien. Allez faire retourner à un salarié qui a subi un burn-out sur le lieu de travail. Il va s'évanouir, il va avoir des malaises, des bouffées, il va s'évanouir pour certains au moment où il franchit le pas de la porte. C'est parce que en réalité, le burn-out, c'est un effondrement personnel. C'est-à-dire que les gens ont subi tellement ils étaient confrontés à un tel sentiment de vulnérabilité, de manque de confiance en eux, de peur de l'avenir, de peur de mal faire, de dévalorisation de soi, qu'ils se sont complètement effondrés. Et on ne doit pas remettre ces gens-là au travail dans la même entreprise. Ils peuvent reprendre un travail, mais ailleurs. Et le burn-out, c'est très symbolique, symptomatique de ce que inflige le management moderne, qui transforme des professionnels, des gens qui sont conscients de leurs valeurs, qui ont envie de bien appliquer ce qu'ils connaissent de leur travail, en personnes plongés en hommes et femmes, parce que c'est ça l'idée, il y a une surhumanisation qu'on va gérer sur le plan émotionnel, mais en hommes et femmes qui ne sont plus capables de maîtriser professionnellement leur travail, alors qu'il y a en France, plus que dans d'autres pays, le sentiment de mettre son honneur dans le travail. Et donc, il y a une atteinte extrêmement forte à la dignité, à l'estime de soi, à travers cette forme de management, que effectivement, en France, on parle de suicide, on parle de burn-out, on parle de mal-être et de risques psychosociaux, mais on oublie aussi toutes les addictions qui se développent de plus en plus. Il y a beaucoup de congrès d'addictologie, des gens qui prennent de la cocaïne pour essayer de tenir au travail, ou qui avouent qu'ils boivent pour essayer de tenir au travail, enfin, des substances illicites, parce que le travail est le management moderne a abouti à une forme de travail qui mine de l'intérieur les bons professionnels que voudraient être les Français.